Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 9 février 2024. Il est 8h et nous allons vous accompagner comme d'habitude jusqu'à 9h30. Amel Aribi est déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va, merci. Aujourd'hui, on vient avec de très bonnes nouvelles. Ah oui, franchement, oui. D'excellentes nouvelles même aujourd'hui. Je suis très contente. On va découvrir, on vous expliquera dans quelques instants. Hein. Alors, quand on dit de très bonnes nouvelles avec Amel, on comprend très vite de quoi il s'agit. C'est le temps, hein, c'est sûr. Voilà, c'est le temps. Voilà, c'est le temps avec de très très bonnes nouvelles. Alors, j'espère. Amel, l'art, ça te dit? Oui. L'art, les artistes. Oui. Regrouper un petit peu les artistes algériens qui se trouvent un peu partout dans le monde. En start-up, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Exactement. Et ben voilà, et ben ça va être une jeune artiste peintre d'ailleurs que nous allons recevoir aujourd'hui et qui a eu l'idée donc de lancer une start-up et de regrouper un petit peu les artistes algériens qui se trouvent un peu partout dans le monde, donc pour créer justement une communauté de ces artistes-là à travers un site web qu'elle a lancé. Elle nous donnera un peu plus de détails dans un petit moment. Et toujours la culture, toujours l'art, le théâtre, tu aimes, ça te dit? Un peu. Un peu, le cinéma? Oui. Littérature? Un peu. Un peu, bon, d'accord. Bon. Alors parce qu'un très très beau programme autour du théâtre, du cinéma, ce sont les deuxièmes journées de théâtre, de cinéma qui vont se produire du 14 au 18 de ce mois au niveau de la wilaya de Boumerdès. Ah, d'accord. Et ben voilà, et demain, Inch'Allah, ce sera la générale. Voilà, bon. Le cinéma, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. De toute façon, il y en a pour tous les goûts. Hein. D'accord. N'est-ce pas? Ok. Ce sera cinéma pour toi. Moi, c'est cinéma. Oui. Cinéma pour toi. Ce sera à partir de demain, Inch'Allah, nous aurons encore un peu plus de détails dans un petit moment autour de ces journées de théâtre et de cinéma. Sinon, Amel, lorsque tu vas dans une épicerie, dans un supermarché, tu vas acheter un nouveau produit ou tu veux tester de nouveaux produits, quelle est la première chose qui t'attire le plus? Surtout l'emballage. C'est surtout l'emballage. Voilà, oui. Effectivement. Pardon. Non, ça va. Aujourd'hui, ça va. Alors, c'est vrai que c'est d'abord l'emballage qui nous attire, un peu plus la qualité de l'emballage, le design, les couleurs. Voilà. Et pourtant, c'est cet emballage aussi qui a un impact considérable sur la conservation des aliments. Et généralement, on ne fait pas très attention à ça. On est plus attiré par le design que par la qualité elle-même de l'emballage. Et justement, l'emballage et l'emballage, le packaging, ce sera une thématique que nous avons choisie. Est-ce que c'est des matières recyclables aussi? Il faut y penser aussi. Il faut y penser, effectivement. Voilà. Surtout aujourd'hui, la question environnementale s'impose. C'est très important, oui. N'est-ce pas? Oui. Et bien justement, on va poser cette question à notre expert qui sera parmi nous dans un petit moment. Et aussi, Soumaya Zerouali. La cuisine, ça te dit? Ah oui. La cuisine. Ça, j'adore. Alors, on sait que Amel... Alors, on est désolé pour le vendredi d'aujourd'hui. Hein. C'est pas grave. N'est-ce pas? Je l'ai fait mercredi, donc c'est bon. Ça va. Alors, le vendredi... Je me suis organisée. Alors, le vendredi, c'est le grand ménage, cuisine... Voilà. Cuisine, c'est le samedi. C'est le samedi. Voilà. D'accord. Oui, malish. N'est-ce pas? Allez, un petit coucou à Mina aujourd'hui. Qui se repose un petit peu. Exactement. Qui se repose un petit peu. Et cuisine aujourd'hui, Soumaya Zerouali, dans sa rubrique saveurs algériennes, elle va nous proposer une nouvelle recette. Pourquoi pas? Ouais. Peut-être que tu connais. Hein. C'est quoi? Je ne sais pas. On découvrira dans un petit moment. Peut-être que tu connais, peut-être que ce sera une découverte. Peut-être, oui. Peut-être. Oui, pourquoi pas. Peut-être. Voilà, le rendez-vous est pris. Mais moi, tout ce qui est 9h. pâtes, c'est pas mon dada. Hein. D'accord. Ça doit être les pains, parce qu'habituellement, elle nous fait, découvrir des... du tout. Non. Moi, c'est les plats, surtout. D'accord. Oui. Le pain, non? Du tout. Du tout. Tout ce qui est pain, gâteau, non, c'est pas mon dada. Moi, les gâteaux, c'est l'Aïd et c'est tout. Hein. Quelle chance. Ah ouais. Je suis pas très branchée gâteau, moi. Quelle chance, mais sinon, c'est plus ma sœur. Ma sœur, oui. Ma sœur, elle adore ça, pas moi. Donc, c'est beaucoup plus les plats, bien mijotés, beaucoup de légumes. Ouais. Bon, après, c'est Amel. Hein, elle sort un petit peu du lot de l'équipe Bonjour d'Algérie. Hein, n'est-ce pas? Exactement. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'Amel ne fera pas le point de débriefing à 9h30 avec l'équipe Bonjour d'Algérie, ça c'est sûr. Et bien entendu, comme chaque vendredi, Dr Fethi Benachno sera parmi nous. Aujourd'hui, il va parler d'une thématique très, très, très importante. Exactement, surtout, elle prend de plus en plus d'ampleur, malheureusement.
avec surtout l'explosion on va dire, de l'utilisation des jeux vidéo. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants qui sont accros un petit peu aux jeux vidéo. Et ça a un impact néfaste, bien entendu, sur la santé. Aujourd'hui, Dr Fethi Ben Achnou a choisi de nous parler de l'épilepsie. Et d'ailleurs, hier, c'était la journée internationale de l'épilepsie. Donc, Dr Fethi Ben Achnou répondra à nos questions, particulièrement les causes et surtout comment prendre en charge les crises épileptiques. Voilà pour le programme de cette matinée. Merci encore une fois à Amel Almi et à Myriam Akka qui l'ont programmé pour nous. Mais sinon, c'est l'heure de la bonne nouvelle du ciel. Ah oui, on y va. N'est-ce pas? Je suis pressée. Elle est pressée aujourd'hui, Amel. Allez, juste après le jingle. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Très jolie la carte météorologique d'aujourd'hui. Oui. Ah, je l'adore. Malgré que c'est quelques pluies, mais bon, c'est en soirée. Oui, c'est en soirée, mais bon, ça change du soleil, sur les quatre coins du pays. Ah oui, non. Ça, c'est trop, moi. Pour moi, c'est trop. Voilà, donc retour à janvier. Tu sais, mais surtout, c'est vrai que beaucoup de personnes aiment beaucoup le soleil, effectivement. Mais quand c'est l'hiver, ça joue aussi sur le comportement, sur le moral. Exactement. Parce qu'on est finalement conditionné et programmé à vivre les saisons comme en leur temps. Voilà, comme elles sont, on respecte. Mais bon, avec le changement climatique. Avec le changement climatique, on s'adapte. Et on en est pour beaucoup. On s'adapte. Oui, n'est-ce pas? L'être humain y est pour beaucoup. Oui, exactement. On est pour beaucoup. Avec la pollution et tous les facteurs. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a même point de vigilance, Amel. Ah oui, vigilance orange, vent. Orange? Vent, les vents. Très bien. Voilà, surtout le nord et le sud également. Le nord et le sud. Un peu plus de détails? Allons-y. Vas-y, c'est à toi. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant les vents assez forts au nord comme au sud. Pour le nord, on va citer quelques wilayas. On aura Tlemcen, Ain Timouchent, Oran, Mostaganem, Chlef. Et également sur les régions de l'Est, eh bien, on aura Msila, Borj Bouaririj, Séti, Batna, le Bouaki, Galma, Soukahras, Khenchla et Tébessa également du côté de Biskra où les vents varient entre 60 et 70 et même peuvent arriver jusqu'à 80 km/h qui peuvent engendrer des soulèvements de sable comme vous allez le voir sur la carte. Vers les régions du sud, eh bien, on aura à titre d'exemple le nord de Tindouf, Bni Abbas, Béchar, Al-Bayad, Naama et Larouat où les vents aussi sont assez forts. Donc la visibilité risque d'être réduite. Les vents peuvent arriver jusqu'à 80 km/h, donc soyez très très prudents. Eh bien, concernant le temps, on aura un ciel souvent nuageux d'ouest en est avec quelques pluies en matinée en premier lieu sur les régions de l'ouest et gagneront le centre durant la journée et en fin d'après-midi sur les régions de l'est avec toujours des vents, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez forts, pratiquement toutes les côtes, également vers l'intérieur et le plateau des Aurès qui peuvent engendrer quelques particules de sable en suspension sur le haut plateau du centre-est et est du pays. La moitié sud, eh bien, on aura un ciel localement nuageux sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara, les oasis qui peuvent engendrer quelques pluies durant l'après-midi et des soulèvements de sable vers le sud-ouest, le Nord Sahara, la Saoura, les oasis et le Sahara central où les vents seront assez forts. La visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, eh bien, les pluies seront localement assez marquées, mais en soirée sur les régions côtières ouest, centre et est du pays qui sont parfois orageuses. Donc soyez prudents. Vers la moitié sud, rien à signaler. Eh bien, le soleil sera bel et bien présent vers le Sahara central, l'extrême sud, le Hégard Tassili et le Sahara oriental. Les températures durant l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un minimum de 12 degrés seulement à Al-Biyad, 15 à Djelfa, 16 à Tiaret, 20 Tizi Ouzou, Alger, Oran, Tlemcen, également Batna, 21 degrés Constantine, Séti, 23 à Naba, 15 à Djelfa, au sud 20 degrés Béchar, Biskra, 21 Gardaya, 26 du côté d'Ilizine, Salah, 27 à Adrar, 24 à Tamanrasset, 29 Tindouf, Ingzam, et enfin 30 degrés, le maximum à Borj Bedjiboukhtar.
La mer aujourd'hui, eh bien, elle restera plutôt agitée sur les côtes ouest et les côtes centre, peu agitée sur les côtes est. Des vents forts, 60 km/h sur les côtes ouest, les vents seront de secteur sud-ouest, 20 à 40 km/h sur les côtes centre et peuvent même parfois arriver jusqu'à 60 km/h sur les côtes centre, les vents seront de secteur sud à sud-ouest et 10 à 20 km/h sur les côtes est, les vents seront faibles et variables. On va faire un petit tour du côté du nord de l'Amérique où le temps restera partiellement voilé. En Californie, New York, plutôt nuageux à Montréal, quelques pluies prévues à Dallas, des passages nuageux à Miami, mais un beau soleil régnera à Mexico. Le mercure affichera 4 degrés seulement à Montréal, 11 New York, 16 à Washington et en Californie, 24 à Miami, 21 à Dallas, 5 à Vancouver et enfin 27 degrés le maximum cette fois-ci à Mexico. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, passez une très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, c'était donc les nouvelles du ciel. Alors, Amel, on retient plutôt des températures, par contre, printanières. Ça va, pour le moment. C'est pas vraiment des températures Mais la baisse, c'est à de partir saison. de demain, Inch'Allah. Voilà. Tu nous as annoncé quand même 80 km/h. 80 km/h. Surtout le soir, 80 les vents. km/h. Ah, on va les sentir ce soir. Hein. Alors, la meilleure façon de se protéger, c'est de ne pas sortir. Finalement. Exactement, de N'est-ce pas? préférence. Même les pluies, hein, on aura Même pas les mal pluies, de donc pluie, par rapport à la Inch'Allah. visibilité, Inch'Allah. par rapport aussi à la Exact. stabilité. Surtout au donc sud, la 80 visibilité est km/h. très réduite avec Oui. le sable, vent Le de sable. Donc soyez très très prudents. Voilà, on aura un peu plus de détails à midi l'heure à par midi. rapport à ce point particulièrement de Surtout vigilance. les vents, oui. Voilà. Voilà, c'est très très important aussi. Hein. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, C'est moi. Amel, pour ces bonnes nouvelles Ah oui, oui, finalement franchement, oui. du matin. On se retrouve donc après le journal télévisé du midi, Inch'Allah. après celui de 19h, et puis demain, à Demain, partir de oui, 8h. avec plaisir. Inch'Allah, le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Amel. moi, alors. Alors, j'ai profité de cette matinée pour faire un coucou à des téléspectateurs fidèles de Bonjour d'Algérie. J'ai découvert qu'elle et ils suivent Bonjour d'Algérie depuis son lancement en 2000. Donc 24 ans de fidélité pour Bonjour d'Algérie. Alors un grand coucou ce matin de la part de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, de toute l'équipe de la Régie 7, à Farida et son mari de l'aéroport, à Nadia Laroquine. Voilà, donc c'est comme ça qu'on m'a voilà, on m'a demandé d'annoncer comme ça, j'annonce comme ça. Et un grand coucou à Khalid Kouider aussi, qui est un grand fidèle de Bonjour d'Algérie, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Voilà, et donc ça va être pause musicale à présent, en attendant de retrouver notre ami Dr Fethi Bedachtou.
cette fois-ci, notre ami Fethi Benachnou est déjà parmi nous. Docteur, bonjour. Bonjour et Comment ça va? marhaba bik. Allah yسلمك. Tu as été absente. Très courte, absence très justifiée. Non, là c'est pas une remarque administrative. Ah. Non, c'est une demande affective. Ouais. Tu nous as manqué. Vous m'avez tous manqué en tout cas, hein, pareil. Alhamdulillah. Hein, pareil. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait court. Très bien. Voilà, Oui, il ne faut j'ai pas fait nous court. laisser. Non, du tout. Je compte pas vous laisser. Très bien. On peut pas, parce que si je vous laisse, ça va être une amputation aussi. Mais celle qui vous a remplacé, elle est superbe aussi. Oui. Elle a assumé. Hein. C'est très très bien. Elle a assumé. C'est mon amie aussi, hein, Marie Moussaïd. Non, elle a assumé et ça va. Et c'est ça qui est Enfant de bien, Canal c'est Algérie. une équipe. Une équipe et c'est ça qui est important, quel que soit le rôle, la mission continue et avec brio. C'est le plus important. C'est ça. N'est-ce pas? C'est le plus important. Alors, justement, docteur, aujourd'hui, vous avez choisi un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur, en tout cas, hein, en ce moment, l'épilepsie, Ouais. n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que l'épilepsie, on connaît, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on connaît réellement? Dommage. Parce que, premièrement, c'est un excellent sujet de prévention. De prévention, oui. Ça, c'est important. Deuxièmement, venant ici avec Amal Laribi. Amal Laribi, j'ai dit bonjour. Elle dit ah, l'électricité. Oui. Et elle m'a donné l'idée que c'est très important. Il faut savoir que nous sommes électriques. Nous sommes électriques. Comment qu'on sait? Lorsqu'on va passer ce qu'on appelle un entendez bien, hein, un ECG. Électrocardiogramme. On met... Des ventouses? Pas des ventouses, comment on appelle ça? Des électrodes. Des électrodes et qui transmettent, qui captent l'électricité du cœur et on a en bout de piste un petit bout de papier avec des gribouillis. Ça, c'est un ampérage. C'est comme l'électricien qui vient. Deuxièmement, on a en matière d'épilepsie ou beaucoup d'autres maintenant, on a un EEG, électroencéphalogramme, qui enregistre l'électricité du cerveau. Pourquoi? Le cerveau est constitué de neurones et il y a des synapses, c'est-à-dire la transmission de l'information. C'est comme couvrir un espace de transmission. La télé, on la capte à Oran, on la capte en France, à Constantine, un petit peu partout. C'est grâce à des relais. Et ces neurones, grâce à des dendrites, bon, je ne m'enfonce pas dans des... ils transmettent grâce à des trucs électriques. Ce qu'on fait, lorsqu'on met des électrodes au niveau de l'encéphalogramme, on capte l'électricité. L'épilepsie, c'est quoi? L'épilepsie, c'est une très forte décharge. Je résume, hein, c'est une très forte décharge, ce qui fait qu'il y a, quand il y a regardez, très belle photo, regardez, quand il y a une très forte décharge, il y a court-circuit. C'est ce qu'on dit, et à bon escient, j'utilise ça. Court-circuit et l'épilepsie, ça va donner des crises, on appelle ça des crises tonico-clonique. Tonique, c'est-à-dire que vous voyez, c'est clonique, ça serait. Et avec des situations précises, on a surtout au niveau des yeux, on cligne des yeux d'une façon, et le corps se raidit par saccade. Et c'est là où, premièrement, après, on dit, dans ces moments-là, c'est très important, je le dis tout de suite, c'est on risque de se mordre la langue. Parce que tonico-clonique, on risque de se mordre la langue et ça peut entraîner Deuxièmement, la crise peut surprendre la personne. Et il peut y avoir, souvent il y a des chutes. Et quand il y a des chutes, on peut se cogner la tête sur le bout d'un trottoir, c'est tous ces éléments. Une chose très importante, il faut éviter de se mordre la langue. On met un mouchoir. Bon, on peut mettre un truc en cuir, tout ça, mais les gens ne se baladent pas avec un truc. Il faut mettre tout de suite un mouchoir. Le plus important, c'est de ne pas se mordre
Deuxièmement, ne pas forcer la personne qui est en train de faire une crise tonico-clonique. Parce que vous opposez une force à une autre force. On peut Parce que c'est vrai que, docteur, ce genre de crise, quand on ne connaît pas, c'est spectaculaire sur le champ. Donc c'est vrai que la personne qui accompagne, qui ne connaît pas, qui n'a pas l'habitude de voir ce genre de crise, ça fait peur. Et sur le champ, on ne sait pas trop finalement comment se comporter. C'est pour ça que je dis que c'est un excellent sujet d'éducation sanitaire, de prévention. On doit faire cette prévention. Que faire face à quelqu'un qui fait une crise? Là, on a brossé ce que c'est que l'épilepsie. En arabe, skina. D'accord. Et qui a, en arabe, skina, en courant, parce que ce n'est pas dans toutes les régions qu'on appelle ça, mais ici, dans l'algérois, un de skina. Et c'est là où regardez comment, face à ce qui nous fait peur, on le combat par l'humour. C'est là où comme ça, on lui dit, mettez-lui une clé dans la main, il va rendre, c'est important, la clé d'un appartement. Ça, c'est important. Deuxièmement, qu'est-ce qui donne une épilepsie? Les causes. Très, très important, et on en a parlé régulièrement, le suivi de la grossesse. Parce qu'une grossesse, c'est pas avoir 9 mois et avoir donné. Non, les étapes sont très importantes. Suivi de la grossesse. Et l'étape la plus importante, la plus dangereuse, c'est sur la table d'accouchement. Parce que la nature, nous, quand on est dans le ventre de la maman, on est comme des poissons. On respire, on filtre l'oxygène à travers le liquide amniotique. Mais dès que l'on sort, on sort, c'est-à-dire qu'on évacue le ventre de la maman, ça c'est la merveille de la nature, il faut que tout de suite l'enfant crie. Vous avez vu, il faut pas, ça n'attend même pas une millionième de seconde. Il faut tout de suite. Il faut que ce soit instantané. Instantané. C'est le passage d'une respiration amniotique, si je puis dire, à une respiration. C'est à ce moment-là qu'on devient un être humain. Le fait de crier, c'est absorber, avaler d'une façon, avec ce cri, absorber de l'oxygène. C'est-à-dire qu'on passe au mode humain, c'est-à-dire qu'on respire. S'il y a un petit retard, et là surtout si on devient bleu, tout ça, il y a des dégâts au niveau du cerveau et ça va donner une épilepsie. Donc ce moment est extrêmement important lorsqu'on est C'est un moment critique. Un moment critique. Hada classique. Deuxièmement, les étapes. Il y a une très très grande sensibilité des neurones du cerveau à la température. Nous, on est fait pour avoir, l'être humain, 37 degrés. Mais certains épisodes, surtout infectieux, comme la rougeole, et là, on rejoint le truc le plus important, la vaccination contre la rougeole. Parce que la rougeole tue. Si elle tue pas, elle va entraîner l'apparition de crises d'épilepsie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une élévation de la température terrible, ce qui fait que ça va entraîner une destruction des neurones du cerveau, une partie, tout ça, qui peut entraîner un truc psychologique, mais en même temps, ça peut entraîner des crises d'épilepsie parce qu'il y a une destruction. C'est comme un appareil électroménager. S'il y a un court-circuit, là, l'appareil est foutu. Là, c'est important. Donc ça peut donner une source d'épilepsie. Troisièmement, nous avons, et ça, il faut faire attention, les chutes. Les chutes, il y a un défoncement la boîte crânienne est quelque chose de très important. C'est comme pour les motos, on leur dit, là, le bon Dieu nous a équipés les chutes. Ça, c'est extrêmement important. Les chutes concernent et les enfants et surtout les adultes. Surtout maintenant, on peut avoir une fracture du crâne et c'est sûr, à la longue, on va développer une épilepsie. Alors justement, docteur, par rapport aux chutes, à quel moment il faut s'inquiéter? Parce que c'est vrai qu'il y a des chutes sur le champ, on juge qu'elles ne sont pas très très importantes, mais il y a toujours des symptômes qui nous disent qu'il faut quand même aller consulter. Très importante.
Là, on nous a appris, et c'est valable jusqu'à maintenant, que quand on a un accident crânien, une chute, c'est pas parce qu'on se réveille tout de suite, ah non, non, ça va, il n'y a pas de truc, il n'y a pas. Non, on peut avoir une hémorragie interne au cerveau. Et ça peut, un hématome, ce qu'on appelle un hématome, ça peut être soit interne, une collection de sang issue de l'hémorragie, parce que c'est des petites artères. Là, quand on se lève, il n'y a rien. Tout se passe à l'intérieur et ça peut, à distance, déclencher. C'est pour ça que tout accident crânien, même si rien du tout, on doit le garder au moins 48 heures et regarder comment on explore pour voir s'il y a une collection sanguine. Et vous voyez que la chute, c'est pas parce qu'on se réveille, on se lève. Ah non, non, il n'y a rien, on dépoussière ses vêtements. Non, il faut garder ça en observation dans les hôpitaux. Il ne faut pas lui dire ça, c'est très. Il y a eu des gens qui, je ne sais pas moi, quelques heures après, un tel, il est mort, et quand on ouvre le crâne, on voit qu'il y a une collection de sang. Donc vous voyez, l'épilepsie, c'est une souffrance. C'est une souffrance cérébrale, c'est une souffrance des cellules qui donne cette. Ensuite, il y a une chose. Quand ça se passe, quand on est jeune, là, on en parlera, là, c'est ce qu'on appelle les cours comment on appelle ça? Les secours, premiers secours, les secourismes. Des cours de secourisme, quand on est en face de quelqu'un qui a eu une crise d'épilepsie, et parce que c'est des étapes, il y a la crise, ensuite il y a la personne dort profondément avec ronflement, elle urine sur elle-même, tout ça, mais ce qui est important, c'est au cours de la crise, ne pas s'opposer, parce qu'il y a des gens qui veulent le maintenir. Non, là, parce qu'il y a des forces contraires, il risque d'y avoir une fracture. Ça, c'est important. Il faut être à côté, il faut surveiller, il faut, comme je l'ai dit, protéger la langue. Et ça, c'est du secourisme. C'est pour ça que la prévention, que l'éducation sanitaire dans les écoles, dans les ateliers, dans les usines, c'est ça qui est important. Ces premiers gestes sont extrêmement importants. Regardez, elle est bien représentée, l'électricité au niveau du cerveau. Ensuite, il y a une étape qui est importante. Quand ça survient, quand l'enfant, la personne est jeune, on connaît, parce que la naissance, sur la table, il y a des examens à faire. Quand est-ce qu'il a respiré, quand est-ce qu'il a crié, tout ça, on le suit. S'il y a un traumatisme, un accident, on le sait. Il y a des gens. Mais il se pourrait que quelqu'un, tout à fait normal, n'ayant aucun contact ni de près ni de loin avec les crises tonico-cloniques, c'est-à-dire d'épilepsie, à 45, à 50 ans, commence à faire des crises d'épilepsie. C'est assez méchant. Il y a des éléments déclencheurs par rapport à cela, par contre, docteur. L'élément déclencheur, je vais dire, lorsqu'une crise survient tardivement, c'est qu'il y a possibilité de tumeur intracérébrale. C'est ça. Donc vous voyez que l'épilepsie, c'est quelque chose d'extrêmement bien organisé. La physiopathologie est connue, mais en fonction des étapes. Et surtout, faire attention sur la table d'accouchement. Il faut, ça c'est important, ne pas négliger une chute sur le crâne. Alors là, il y en a plein. Mais ce que je vois là, j'aimerais profiter pour m'adresser aux jeunes filles. Elles sont avec leur petit ami, ou ça ne me regarde pas, les cheveux au vent. Mais c'est dangereux si on est sur une moto et il y a une chute. Excusez-moi, mademoiselle, il y a plus de. Il faut porter les casques, il faut porter beaucoup d'éléments. Ça se traite. L'épilepsie, ça se traite. Alors, avant de parler du traitement, si vous me permettez, docteur, d'autres causes aujourd'hui, on en parle beaucoup. D'ailleurs, ce sont les jeux vidéo,
aujourd'hui. D'ailleurs, même lorsque les Qu'est-ce enfants... qui déclenche Voilà. le... Alors justement, aujourd'hui, les jeux vidéo, avant même que l'enfant commence à jouer, il y a justement un avertissement par rapport aux crises d'épilepsie. Donc on avertit un petit peu les parents que si jamais il y a une surexposition, l'enfant risque justement de faire des crises d'épilepsie. Premièrement, les enfants épileptiques, il ne faut pas qu'ils se Oui. mettent face à un écran, sur un long moment. Ensuite, le fait d'être face à un écran, ça peut révéler une histoire d'épilepsie. Oui. Ça peut révéler. Bon, ne parlons pas de celui qui est épileptique, rester face à un Oui. écran, tout ça. Surtout, quand c'est sombre les alentours, Oui. la seule source de lumière, c'est celle qui vient de l'écran. Parce que il faut comprendre ce que c'est que l'œil. L'œil, c'est une émanation du cerveau. Donc, on excite l'œil. Le fait de voir la couleur, de lire que c'est Google, de voir tout ça, et de suivre, et les images bougent énormément, ça peut déclencher, ça peut entraîner une crise d'épilepsie. Il Voilà. faut surveiller. Et justement, on va terminer sur ça très rapidement, docteur, par rapport à la prise en charge médicale justement des crises épileptiques. La prise en charge médicale, c'est très simple. Puisqu'il y a une forte décharge, on va calmer le jeu, l'activité des cellules. On donne classiquement ce qu'on appelle des barbituriques, tout ça, qui baisse un petit peu l'activité du cerveau. Mais de plus en plus, il y a de nouveaux médicaments c'est toujours comme ça, c'est calmer et diminuer l'intensité de la transmission entre les neurones et tous ces éléments-là. Ensuite, aller à la cause. Quand à un certain âge, on fait des crises d'épilepsie comme ça, brusquement, là, il faut explorer le cerveau à la recherche. La solution serait de découvrir, de diagnostiquer la tumeur et, si possible, de faire une intervention neurochirurgicale. Ça, c'est important. Ensuite, moi, j'insiste énormément sur la prévention. L'accouchement est un moment extrêmement important. Imaginez que si un gosse, un nouveau-né, un fœtus qui vient de naître, il ne respire pas, immédiatement, il y a une destruction des cellules et c'est... Alors la maman qui a attendu 9 mois, qui a ceci, cela, et à cause du fait que l'enfant ne respire pas, ne crie pas, ce cri c'est le cri de la vie. Et ça, s'il ne crie pas, s'il y a un retard très minime des fois de respiration, pourquoi respiration? C'est alimenter le cerveau en oxygène. Là, ça peut être toute une vie qui est détruite. Donc c'est extrêmement important. Quand un bébé sort du ventre de la maman, il y a des trucs extrêmement rapides et importants pour à prendre en charge, pour regarder, vous sauvez une vie. Oui. Vous sauvez une vie. Il ne meurt pas. Et ensuite, la maman, moi c'est très important, 9 mois, c'est pas facile. Alors là, pour un truc, même pas un claquement de doigts, ça y est, la vie, sa vie sur Terre, sa vie d'être humain est complètement bousillée, perturbée par ces histoires de crise. Voilà, donc encore un mot d'ordre, docteur, c'est la prévention. Prévention. Encore une fois. Voilà. La grossesse dans notre pays, il ne faut pas être joyeuse. Oui. Oh, ça y est, ma fille, je suis enceinte. Non, c'est une période où il faut être sur une surveillance accrue. C'est un phénomène naturel, mais surveillance. Deuxièmement, là où on ne choisit pas une clinique du jasmin, clinique de l'hibiscus, clinique de... Non, on choisit, on ne va pas habiter cette clinique. On choisit, est-ce qu'il y a des techniciens, est-ce qu'il y a des moyens d'intervention? C'est ça qui est important. D'ailleurs, maintenant... On termine sur ça, docteur? Oui. D'ailleurs, maintenant... On demande aux gens, même au niveau de l'étranger, tout ça, de ne pas laisser la parturiente faire la clinique, quel que soit le luxe ou le niveau. C'est que dès qu'elle a accouché et on a assuré les trucs techniques, il faut qu'elle parte chez elle. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Docteur, encore une fois, on se voit vendredi prochain. Inch'Allah. Vous serez là, j'espère. Je serai là. Je serai là. La prochaine fois, j'aviserai. Voilà, non. Merci beaucoup. Il y aura une préparation psychologique. Voilà, merci beaucoup, docteur. En tout cas, on se voit vendredi
vendredi prochain, Inch'Allah. et je serai là. Inch'Allah. Voilà, et on continue cette fois-ci. Notre ami Hamid Rebouh s'intéresse à un sujet très très important, mais surtout d'actualité. Il s'agit de l'école de l'intelligence artificielle. Voilà. Eh bien, on va le découvrir ensemble. Je vous laisse je vous laisse donc découvrir cette école en compagnie de Hamid Rebouh. On se retrouve juste après. L'École nationale supérieure d'intelligence artificielle est un établissement d'excellence de formation supérieure à vocation de former des ingénieurs, se spécialisant dans la théorie de l'intelligence artificielle et des sciences de données. La moyenne d'accès est relativement élevée en cette école qui a ouvert ses portes au cours de l'année 2021-2022. L'École nationale supérieure en intelligence artificielle qui a été créée en l'an 2021. C'est une école d'élite qui forme des ingénieurs, on va dire de base informatique et de spécialité intelligence artificielle. Donc cette école est comme je viens de le dire, c'est une école d'élite dans un pôle d'excellence, donc regroupant plusieurs écoles supérieures, notamment l'école de mathématiques et l'école de nanotechnologie et l'école des systèmes autonomes. Donc cette école a été créée en 2021 avec l'école des mathématiques. Donc nous étions toutes les deux écoles dans le même bâtiment pendant 2 ans. Et cette année, nous avons emménagé dans ce nouveau bâtiment. L'établissement assure une formation d'élite encadrée par des enseignants de très haut niveau de qualification et des chercheurs de renom algérien dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les étudiants sont formés dans des conditions qui répondent aux standards internationaux. we will traverse element اللي راهم في اللفت سايد لازم نشوفوا اسكو راهم less than the pilot. اوكي هنا شفتوا الاي نبدا من اللفت بصح هنايا في لي كروشي تاع الاي واش درنا بلاس. Des accords de jumelage ont été signés entre l'établissement et plusieurs universités à travers le monde, dans le but d'intensifier le travail académique et de lancer les projets de recherche communs. Depuis sa création, l'école a fourni des efforts pour essayer de tisser des relations avec le monde socio-économique. Donc notamment, nous avons des conventions de coopération avec beaucoup de sociétés nationales telles que Sonatrach, Algérie Télécom, Sonalgaz. Et on a fait aussi des conventions, on va dire, de jumelage avec des universités internationales, avec des universités notamment du Qatar, de la Chine, de France. Tout ça pour essayer de créer une atmosphère de coopération, pour faciliter, on va dire, à l'étudiant l'inclusion dans le domaine du travail. Les diplômés de cette école auront la capacité de développer et déployer des solutions pratiques et innovantes aux problèmes des différents secteurs socio-économiques, notamment le secteur de la santé, de l'énergie, de l'agriculture et du transport. Ces futurs ingénieurs auront des bases solides en mathématiques, une compréhension profonde en technique de l'intelligence artificielle et du monde de l'entrepreneuriat, et des compétences pratiques et générales, ce qui facilitera leur insertion dans le monde du travail. Voilà, de retour sur le plateau et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au sujet qui a trait à la consommation et particulièrement à l'emballage et à l'étiquetage, surtout donc c'est un ami finalement à l'émission qu'on n'a pas vu depuis quand même un moment. Monsieur Mounir Benazouaou, bonjour. Bonjour madame. Quel plaisir de vous retrouver sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi. Je sais que ça fait, je crois, une année. Une année, je pense qu'avant Ramadan dernier. Exactement, oui. Juste avant Ramadan. Et on a parlé, je crois que c'était les additifs alimentaires. Exactement, nous avons parlé des additifs, des colorants. Oui, c'était voilà, ça. c'était surtout avec l'approche de Ramadan. Exactement, oui, je me rappelle très très bien. Malheureusement,
Vous êtes de Alhamdoulilah. retour, c'est plus important. C'est le plus important. C'est plus voilà. important. Et aujourd'hui, un autre sujet aussi très très important, il s'agit de l'emballage, il s'agit du packaging. Parce qu'il faut dire, M. Benazoua, effectivement, lorsqu'on va pour acheter donc, des produits alimentaires, la première chose qui nous attire, c'est l'emballage. Absolument, oui. Donc on pense beaucoup plus attiré par le design, par les couleurs, par les images, que par la qualité elle-même finalement. Oui, en fait, c'est ça, parce que c'est un élément marketing. Oui. Et ce qu'on appelle la maquette, ce qui est imprimé sur l'emballage ou l'étiquette, c'est ce qui attire Oui. le consommateur pour acheter. Parce que le but de tout fabricant, c'est de vendre, c'est ça. Donc, cet emballage, lui-même, il peut, enfin, ça coûte très cher. Des fois, ça peut aller jusqu'à voire 80% du produit. Du Donc coup, finalement plus cher que le produit lui-même que nous achetons. Prenez le cas de l'eau minérale. Oui. Qu'est-ce qui est cher? L'eau ou l'emballage? C'est vrai. L'emballage. Parce que l'eau, c'est Elle une vient de autre la nature. source. Oui. Elle On n'est la même produit pas pas, traitée. effectivement. On n'a pas à la traiter parce que les minéraux, c'est ce qu'on cherche. C'est les minéraux qui sont à l'intérieur qui intéressent le consommateur. Donc, du coup, elle n'est pas traitée, aucun traitement à faire, juste la conditionner. Donc, finalement, ce qui est vraiment cher, c'est l'emballage. C'est l'emballage. Voilà. Donc nous payons beaucoup plus l'emballage que le produit C'est ça. lui-même. Mais sinon, M. Benazoua, aujourd'hui, vous êtes intéressé à un produit alimentaire très particulier qui est d'ailleurs consommé de façon très importante en Algérie. Il s'agit du lait. Oui. Alors c'est vrai que le conditionnement du lait, il vient sous plusieurs formes, sous forme de briques, de carton, sous forme donc de bouteilles, sous forme de sacs en plastique. Aussi. Pochette, voilà, pochette de lait. Voilà, pochette. Alors, qu'en est-il justement de la conservation, de la préservation, de la qualité du lait en fonction de ces emballages? Parce qu'on sait très bien que l'emballage, finalement, a son impact sur la qualité du produit. Absolument, oui. C'est ce qu'on appelle les effets barrières. Mais si vous me permettez, comme vous l'avez si bien cité maintenant, il y a trois types d'emballage actuellement utilisés en Algérie pour conditionner le lait. Oui. Le plus utilisé, c'est la pochette de lait. Oui. Bon, déjà, le lait il est déjà subventionné par l'État. Donc, du coup, c'est la pochette qui fait, je crois, 25 dinars la 30, Oui. 25, je crois. Donc, c'est un emballage très simple. L'inconvénient avec cet emballage, permettez-moi de le souligner, surtout c'est très important pour les consommateurs et nos téléspectateurs, c'est qu'il s'agit de ce qu'on appelle un film. En fait, l'impression, elle est frontale. Elle n'est pas. Vous me donnez juste une minute, expliquer Oui. qu'est-ce que. Des fois, l'impression, elle est en sandwich. Le cas où vous avez plusieurs films collés les uns aux autres, ce qu'on appelle le laminage. Qu'est-ce qu'on fait? On ramène un film transparent, on imprime au verso, ce qu'on appelle verso printing, on le colle avec un autre film bon, qui va aider à souder ce sachet ou cette pochette. Pour le cas du lait, il est vrai que c'est 3 couches, mais c'est un seul. Donc l'impression elle est frontale. Et c'est livré sous forme de bobine. L'encre, parce que c'est en bobine, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est le verso va toucher le recto. Donc finalement, cette encre va être transférée directement au lait. Et j'en ai vu des cas en Algérie. Donc il faut faire très attention. Les gens qui vont acheter l'emballage pour la pochette, je ne dis pas qu'il faut éliminer la pochette. Non, je n'ai pas dit ça. Il faut faire très attention aux encres qu'on utilise pour imprimer les pochettes de lait. Voilà. Donc là, finalement, c'est plus un appel, j'ai envie de dire, aux industriels. Parce que là, c'est plus un appel aux industriels. Donc, par rapport déjà à l'encre qu'on utilise, par rapport à la qualité de l'encre, mais surtout peut-être trouver un moyen pour ne pas qu'il y ait contact direct entre le recto et le verso, probablement. Mais c'est ça, c'est qu'il faut, généralement, on utilise un vernis. Un vernis protecteur, d'accord, qui va jouer le rôle de barrière également. Donc, et aussi exiger que ce soit ce qu'on appelle des encres alimentaires. Parce que vous savez, l'encre, sa composition elle-même, c'est à peu près, voire 20 ou plus, 20 ingrédients ou plus.
On peut trouver du cobalt, on peut trouver des huiles minérales, etc. Bon, les huiles minérales, ça veut dire dérivés des hydrocarbures. Les hydrocarbures, voilà. Et tout ça, c'est dangereux. Donc, exiger que ça soit alimentaire, exiger le certificat d'alimentarité de ces encres pour qu'on soit, comme dirait l'anglais, dans une safe side. Le consommateur ne risque rien. Ne risque rien. Pour passer, je n'ai pas oublié votre question, la brique, l'emballage en brique, ce qu'on appelle la brique cartonnée. Ça, c'est l'emballage idéal. D'accord. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs, c'est entre 5 et 7 couches. Vous avez du plastique, du carton et de l'aluminium. D'accord. Une feuille d'aluminium qui... C'est ce que nous sommes en train de voir, non? Exactement, c'est ça. C'est ce qui est en bleu. Non, là, il s'agit de leur dernière, j'allais dire, innovation. Les gens ils veulent essayer de nous présenter quelque chose qui est recyclable. D'accord. Parce que là, je vois sugar cane, ça veut dire que ça vient de la canne à sucre. C'est le PA, ce qu'on appelle le polymère d'acide lactique. D'accord, c'est un polymère naturel. Mais ce n'est pas évident, c'est beaucoup plus, juste avant, s'il vous plaît. Celle-là, voilà. Oui, celle-là. Donc, comme vous pouvez le voir, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 couches. 7 couches. Donc, la première couche, c'est pour protéger ce qui a été imprimé sur le carton. Le carton, c'est pour la rigidité. Ensuite, pour coller le carton avec l'aluminium, il nous faut une colle. Là, ce n'est pas une colle, c'est que c'est du plastique fondu qui va jouer le rôle de la colle, ce qu'on appelle l'induction. La même chose avec le plastique qui va souder. Il y a aussi un liant, comme le cas entre le carton et l'aluminium, du plastique fondu qui va jouer le rôle de la colle. Et ça nous fait finalement jusqu'à 7 couches. Là, la présence d'aluminium, elle est très importante. Parce que c'est la barrière, c'est la meilleure barrière par excellence. Ni UV, ni oxydation, ni vapeur d'eau, rien. Et vous êtes capable de laisser cette brique cartonnée à l'extérieur, sous n'importe quelle température. Pas ouverte, hein, parce qu'une fois ouverte, c'est bon. Ça y est. Mais ça l'a Mais ça coûte très cher. Et c'est pour ça qu'il y a la deuxième option à base de produits biodégradables, parce que tel que c'est maintenant, ce n'est pas biodégradable. Une bonne nouvelle, c'est qu'un industriel algérien vient de lancer, enfin je ne sais pas s'il a lancé ou pas, il va fabriquer ce genre d'emballage chez nous. D'accord. C'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, je l'ai proposé l'année passée, l'Expo Jazz Agro 2023. Je l'ai proposé pour la médaille d'or. Finalement, le jury a décidé de décerner la médaille de bronze. Il le mérite. Mais je crois, Inch'Allah, Ya Rabbi, donc on n'aura plus à importer ça, parce que ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher, et puis il y a la question environnementale aussi qui s'impose aujourd'hui. Bien sûr. Mais sinon, M. Bonazoua, vous nous dites qu'il y a cette couche d'aluminium qui est très importante et qui est le meilleur aussi conservateur, mais il y a aussi l'autre avis ou d'autres études qui disent que peut-être avec le temps, l'aluminium peut, encore une fois, migrer vers le produit alimentaire et détériorer le produit alimentaire. Qu'en est-il de cette approche, encore une fois? Les recherches, je ne vais pas nier les résultats des chercheurs, mais oui, si ça va prendre, je veux dire, la durée de consommation entre le moment où on l'a acheté ou le moment où on l'a consommé, la durée est très importante. Il se pourrait qu'il y ait migration. Cela dit, comme vous pouvez le constater sur la photo, c'est que cette couche, elle est vraiment en sandwich. Et la couche, qui joue le rôle de colle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du plastique fondu, c'est qu'elle-même, c'est une barrière pour qu'il n'y ait pas contact direct avec l'aliment. Il y a une autre couche de plastique, généralement du polyéthylène basse densité qui est alimentaire. Et donc, finalement, la probabilité qu'il y ait
migration vers le lait, Elle est infime. Elle est infime, vraiment. Elle est infime. Après, surtout que c'est vrai que par rapport aux dates de péremption, ce ne sont pas des dates très très importantes aussi. C'est En fait, généralement une année. Non, ça, voilà. oui, mais entre nous, c'est ce qu'on appelle les produits à grande rotation. Donc, les gens, le lait, ça se consomme dans, plus tard, je dirais 48 heures. Oui. On va C'est y vrai. aller rarement. Une fois la boîte ouverte, Voilà, une fois la les brique gens ouverte. vont acheter du lait, ils vont le consommer la semaine prochaine, je pense pas. Oui. Parce que moi-même, je suis consommateur de. Enfin, je veux dire. C'est vrai que la population algérienne est une grande consommatrice de lait et de pain Oui, oui. aussi. Ouais, le pain, oui, Voilà. effectivement. De lait et de pain. Mais sinon, un autre emballage aussi qui serait très, très intéressant, j'ai envie de dire, ça aurait peut-être été le luxe, c'est un petit peu l'emballage en verre. Oui, ça c'est. Ça, c'est le luxe. Non, c'est pas le luxe. Là, je me rappelle, madame, j'étais très très jeune, mais je me rappelle que Zman, je ne citerai pas le nom, c'était un fabricant algérien, c'était des flacons en verre. Le flacon en verre, vous savez que le verre, il est inerte, il ne réagit pas avec le contenu. Oui. Et le contenu ne peut pas l'attaquer. Oui. Parce que maintenant, on traite le verre de telle sorte que il y a des traitements, bon, généralement c'est des traitements de la face externe, beaucoup plus c'est la base pour éviter qu'il y ait des éraflures et que ça se déplace rapidement sur le convoyeur. Mais en termes de migration, non. Oui. Le problème est que même au niveau du coût, parce que le verre il est recyclé à 100%. Oui. Donc là on ne fabrique pas du cristal. C'est du verre, ce qu'on appelle le verre sodo-calcique. D'accord, c'est un verre ordinaire, très facile à fabriquer, et ça ne coûte pas cher, parce que les fours, pour fabriquer les fours de fusion, une fois allumés, ça ne s'arrête jamais. Donc, et ça marche, c'est à base de gaz naturel. Nous sommes fabricants, j'allais dire exportateurs de gaz naturel. Et avant, il y avait beaucoup d'usines flageolite à le verre. Hein. Je me demande, peut-être par rapport aux consommateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que Benademir fait de c'est quand même assez lourd. Balak. Donc je pense que les gens du marketing devraient penser à ça, parce qu'en termes de sécurité du consommateur, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors toujours, parlant de la sécurité du consommateur, M. Benazouao, la sécurité du consommateur passe aussi non seulement par l'emballage, mais aussi par l'étiquetage. Alors, à l'approche de Ramadan, nous allons voir beaucoup d'étalages, beaucoup de produits sur les étalages, malheureusement, sans étiquette, sans aucune mention, et on a tendance à faire confiance, malheureusement. En toute honnêteté, je crois qu'on en a parlé, mais, c'est important d'en parler encore, parce qu'il est vrai que c'est généralement des produits très appréciés à Ramadan, ça ne coûte pas cher, mais cela dit, c'est très dangereux. Nous n'avons aucune information sur le contenu. Je veux dire, c'est quoi? Sherbet, mais c'est fait à base de quoi? À base de quoi? Est-ce qu'il y a je suis sûr qu'il y a des colorants. Quel type de colorant? Le type qui a préparé ça, dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il est habilité à préparer? En cas de problème, qui est responsable? Et en plus, c'est conditionné dans des sachets. Dans ces sachets, Marloc, généralement, j'imagine, du Ce sont des sacs de congélation, généralement. Oui, c'est ça, c'est du polyéthylène, ce qu'on appelle cellophane, même pas, ou là, du polyéthylène basse densité transparent. Donc, quand c'est ensoleillé, donc ça va affecter ce qu'on appelle les propriétés organoleptiques, le goût, la couleur, etc. Donc, finalement, vous avez acheté de l'eau. Il faut faire très attention. Même les sniwat تاع قلب اللوز parce que c'est ça دايرين من الفوقات كما يقولوا un film alimentaire. Même là aussi c'est pas on sait même pas aussi d'où ça vient, fait à base de quoi. محشي c'est pas محشي farci aux amandes, ce n'est jamais le cas, parce que un morceau assez candidat, je pense pas que c'est mahshi. Donc, il y a pas mal d'informations qui nous manquent. Pardon. Je vous en prie.
Il y a pas, on n'a pas, on ne sait pas. Oui. On ne sait pas ce que c'est. Bah, la bonne abli sherbet, mais on ne sait pas quels sont les ingrédients, où ça a été préparé, quelles sont les conditions, l'environnement. Parce que vous savez maintenant que la loi algérienne exige que tout ce qui est en relation avec l'agroalimentaire doit être HACCP. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce type a été formé? H1CCP, vous nous expliquez ce que c'est? En fait, en anglais, c'est Hazard Analysis Critical Control Point. C'est la maîtrise des dangers et le contrôle des points critiques. Ça veut dire quoi? Là où il y a suspicion de contamination, j'installe ce qu'on appelle un point de contrôle systématique pour éviter qu'il y ait contamination. Par exemple, je vais au niveau du remplissage. Tout à l'heure, on a parlé par exemple, disons le cas le ben, par exemple, des flacons en plastique. Le remplissage, parce qu'il y a deux types de remplissage, à chaud et à froid. Oui. Si c'est à chaud, donc c'est déjà pasteurisé, donc il y a moins de risques. Mais je veux dire, remplissage, c'est que le produit va être acheminé d'un point A vers un point B. Entre les deux, il peut y avoir contamination. Oui. Ou là, j'ai un doute possible. Là, il faut que je renforce le contrôle. C'est ça, grosso modo. J'essaie de rendre ça simple, mais c'est toute une formation. Et ça, c'est exigé parce qu'on a le Codex Alimentarius, et l'Algérie en fait partie. Parce que c'est, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est l'ONU, c'est l'Organisation mondiale de la FAO, je crois. C'est elle qui a exigé le Codex Alimentarius. Et il y a plus de 200 pays qui sont adhérés. Nous sommes adhérés au Codex Alimentarius. Et il faut que les gens qui ont contact avec l'agroalimentaire d'une façon directe ou indirecte soient informés, formés pour le HACCP. Voilà, mais sinon le consommateur aussi il a sa part de responsabilité, donc ne pas, bien entendu. Non, c'est pas parce que c'est pas cher que je dois l'acheter, non. Parce que sa santé à lui et la santé de sa famille, ça n'a aucun prix. Effectivement, ça n'a aucun prix. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Benazouar, donc de nous avoir encore sensibilisé à la question de l'étiquetage, surtout de nous avoir expliqué aussi pour ce qui est des emballages du lait. Merci beaucoup. J'espère vous revoir très bientôt. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Benazouar. Et on continue et nous allons rester toujours dans le domaine alimentaire, mais cette fois-ci, on va vous proposer des recettes. Et c'est Soumaya Zelouali, dans sa rubrique Saveurs algériennes, qui nous propose une nouvelle recette en compagnie de son invité. Soumaya, c'est à toi. Bonjour et bienvenue à vous, amis téléspectateurs, pour ce nouveau numéro de Saveurs algériennes. Je suis en compagnie de Chef Fatah, comme à l'accoutumée, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver, Chef. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous recevoir chez moi. Merci beaucoup, Chef. Le plaisir est partagé, surtout que vous nous permettez à chaque fois de goûter à vos saveurs. Avec plaisir. Alors, à vos recettes savoureuses, délicieuses. J'allais dire, vous, douceur. Bon, généralement, on dit douceur pour des recettes sucrées. Vous nous préparez des recettes healthy. Mais c'est quand même des douceurs pour moi. Hein. Allez, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a, Chef? Donc, on a une blanquette d'Inde. Oui. Revisitée à ma manière, dans notre tagine à nous. Oui. Voilà. Donc, très bien. Un tagine bien de chez nous. Hein. Alors le tagine bien de chez nous, voilà, c'est celui-ci. Il est. En fait, il est maghrébin, mais il utilise partout au Maghreb. Oui, oui. Et, mais ça, c'est vraiment un tagine algérien, voilà, avec donc de la terre cuite. Voilà, avec de la terre cuite. Oui, voilà. Ça c'est nos artisans qui font ça. Exactement, hein, il y a plein d'artisans qui font ça et ça leur permet... Sur tout le territoire, pas que en Kabylie, non, partout. Non, partout en Algérie, aux Aurès, à l'est, à l'ouest, partout. Voilà, on salue... Même du côté de Mania aussi, il y a beaucoup de fabricants qui fabriquent des tagines comme ça. Voilà, on salue tous nos artisans qui font un travail remarquable. Remarquable, exceptionnel. Voilà, exceptionnel. Allez, on va passer à notre recette, chef, aux ingrédients de notre recette. Voilà, donc on aura besoin
bien sûr de la dinde. Dinde, Voilà, des champignons, oui. des carottes, Des champignons vraiment... des champignons frais. Hein. Ils sont beaux, hein? Oui, c'est des champignons frais fabriqués ici. Oui. Ils ne sont pas importés. Hein. Des champignons algériens. Algériens, voilà. Comme quoi, hein? Voilà. Produit local, hein? Produit local, exactement. Tout comme nos légumes, Avec- qui ont énormément de saveur par rapport oui, à ce qu'on retrouve peut-être ailleurs. Enfin, la saveur change, Oui. mais c'est vrai que nos légumes sont gorgés de soleil, ils à ont beaucoup de saveur. 100%, on peut dire, ils sont à 100% bio. Oui, Voilà, donc la plupart de nos agriculteurs travaillent toujours à l'ancienne. Hein. et on va saluer encore une fois nos agriculteurs hein, Exactement. et qui travaillent dur pour nous servir donc des légumes à chaque fois avec beaucoup de saveur. On aura Allez. besoin des oignons hachés Oui, et un autre oignon entier et piqué avec de clous de gérante à l'intérieur qui va donner un goût exceptionnel à notre sauce. Hein. alors on fait ça On va avec retirer à la fin. l'oignon, on peut faire ça aussi avec le citron. Oui, Pour tout ce qui est quand on a oui, avec quand, du citron. quand on a un petit Ouais. rhume Oui, ou là une c'est ça, grippe c'est ou ça. là, donc C'est on ça. met C'est on ça. prend un citron, on met On des le clous, pique comme ça. on le pique Ouais. avec des clous de girofle et on le cuit dans de l'eau bouillante. Par la suite, on pourra prendre ça en infusion. Voilà, ça c'était l'info. Médicinal. Donc, L'info du jour. Et on aura besoin aussi un petit peu de céleri. Allez, ça c'est céleri coupé, haché, je veux Haché, dire. haché. Voilà, donc on récapitule dinde, champignons, carottes, oignons, oignons magiques et Exactement. céleri. Oignon magique, oui. Voilà, Donc on va commencer toujours, on va poser notre oignon comme ça. magique, hein. Voilà. Je l'ai baptisé oignon magique. Oignon magique. On va On mettre va mettre l'huile d'olive toujours. un filet d'huile d'olive. Parfait. Donc on va pouvoir disposer nos carottes d'abord. Carottes, Oui. oui, Avec l'oignon en même temps. Hein. d'accord. Et on laisse. Voilà. Doré, Voilà. un peu. Voilà. Toute la quantité de l'oignon. La quantité avec les céleri aussi. Céleri également haché. Et notre dinde. On n'a pas besoin de dorer la. Parce que en fait c'est une sauce blanche. Hein. Et D'accord, on va laisser les champignons en dernier. Hein. en dernier. Parce que Parfait. les champignons ça demande. On va juste Assaisonner. assaisonner. Un petit peu de sel. Pas trop, j'aime pas beaucoup le sel. Vous avez raison. Et pour votre santé, poivre noir. consommez moins de sel et moins de sucre. Voilà, exactement. Allez, poivre noir Et du gingembre. et gingembre. Du gingembre. C'est ce qui va apporter Voilà. beaucoup de saveur et du goût. Hein. Voilà. Et Relever le goût. relever le goût. Oui. Et un petit peu d'ail. Hein. Et un peu d'ail. Un peu d'ail. Juste un petit peu. Voilà. Et on va pouvoir mettre tout ça sur un feu. Doux. Voilà. Allez. Notre feu, il est allumé. On va justement... ça va permettre à nos légumes de mijoter un petit on peu. On va va- couvrir notre œuf. Et on va couvrir. Oui. Ça va relever. Oui, Voilà. parfait. Donc voilà. Donc on va laisser les champignons en dernier. Oui, parfait. Et on va laisser cuire nos légumes. On se retrouve après. Voilà. Juste, on va laisser un petit peu mijoter les tout. Mhm. Et on va Par la suite, mouiller. un petit peu d'eau, à peu près un verre d'eau. Parfait, D'accord. c'est dit. Voilà, c'est ça. Ce qui va apporter un peu de sauce, bien évidemment. Et on ne va pas oublier, pour épaissir notre sauce en dernier, Ouais. on va mettre un petit peu d'eau avec une petite cuillère de farine ou maïzena, ce qu'on Ouais. veut, d'accord. Donc fécule de Pour maïs épicer- ou farine. Farine, pour épaissir un petit peu notre sauce. Notre hein. sauce, parfait. Bien. Là, on va travailler Voilà, on va juste- et on se retrouve tout de suite après. Ceci, amis téléspectateurs, à tout de suite. Allez, chef, on est prêt? Bah oui, ça y est, c'est bon. Classe, le chef, il a ajouté donc notre... comment on Un appelle petit peu ça? d'eau avec, Une liaison? voilà, une liaison. C'est une voilà. liaison, donc un peu C'est d'eau pour avec un peu de épaissir- fécule de maïs. Pour épaissir la sauce. Hein. Voilà, pour épaissir la sauce. Donc, ou de la farine ou du fécule de maïs. Et Récupérer blanquette de, la blanquette rappelez-moi, de dinde. de dinde. Blanquette de dinde et vous sentez déjà la... Ah ouais. Ah oui, ça sent Ils très sont bon. en plat avec l'oignon et tout ce mélange-là. Alors, c'est assez raffiné tout ça. Et moi, j'ai pensé à quelqu'un
qui est ici présent avec nous. Il fait partie de l'équipe. Il fait partie de l'équipe. Et qui est aussi raffiné que notre plat. Il s'agit de Yassine Balawan, à qui on va donc dédier ce plat. Mais Yassine, partage avec nous quand même. Hein. Tu vas pas tout prendre tout seul. Promis. Je vais vous chercher. Promis. Il y en a assez pour l'équipe. Ah, très bien, ça me rassure. Il y en a assez pour l'équipe. Donc, et on arrive, amis téléspectateurs, au moment préféré de Soumia dans Saveurs algériennes. C'est le moment de la vérité. Voilà, Hein? ça c'est pour vous. Merci. Et Ah, attendez. Ah, la touche du chef, la touche du chef. Du chef, voilà. C'est un mélange oignon Oui. et persil. Mélange oignon et persil. Voilà. Ça va relever le goût, tout ça. Hein? Et bien sûr accompagné d'une galette. Accompagné bien d'une- de chez nous aussi. Hein. Oui, Bien de parfait. chez nous, voilà. Parfait, en tout cas, chef, merci beaucoup. C'est moi qui vois. Moi, je vais partager quand même avec bon Yassine. Et vous partagez avec l'équipe. Avec l'équipe, voilà. Rajoutez-moi encore un peu, ça ne me suffit pas, moi, Yassine. Pas de souci. Il y en a pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup, chef. Merci pour votre générosité. Merci de nous accueillir à chaque fois avec le sourire. Franchement, avec c'est plaisir. ça réchauffe le cœur. Merci. Merci beaucoup, chef. Allez, notre blanquette de dinde, accompagnée de notre galette. Bien de chez nous. Hein. Ouais, bien de chez nous, la galette du chef. Voilà, c'est ça. Recette algérienne, hein, Oui, algérien 100%. avec la touche du chef. Bah voilà. Si vous voulez vous aussi goûter à la recette du chef, vous n'avez qu'à la reproduire à la maison. Vous avez vu, c'est très simple. Et vous allez pouvoir la déguster comme Yassine aujourd'hui. Allez, merci à vous de nous avoir prêté attention, amis téléspectateurs. On arrive à la fin de Saveurs algériennes pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro, toujours avec chef Fatah. Merci beaucoup. Merci, chef Yatek Saha. C'est moi qui vous remercie. Allez, tallah fi rohkom. Salam. Et voilà, de retour sur le plateau. Merci beaucoup Soumaya et à ton invité donc, de nous avoir préparé ce très très bon plat. Et à présent, nous allons nous intéresser à l'art, nous allons nous intéresser à l'art digital et à de très très beaux projets en compagnie de notre invité. Il s'agit de Imen Ziani. Imen, bonjour. Bonjour. Marhaba. Allez, Salut. Comment ça va? Ça va très Ça se passe bien. bien. Super. Il y a beaucoup de couleurs. Merci. Hein, Ouais, n'est-ce énormément pas? de couleurs. Beaucoup ouais. de couleurs. Alors, Oui. Imen, vous êtes venu avec un très très beau projet justement pour faire la promotion de l'art. Mais avant de venir avec ce projet, vous-même, vous êtes artiste peintre, Oui. n'est-ce pas? Oui. Parlez-nous un petit peu de ce technique. Alors, bon, je suis Imen Ziani, je suis artiste peintre autodidacte. Donc, je suis chimiste de formation et j'ai appris à dessiner toute Chimiste seule. de formation? Oui. Ben, ça va de soi. Oui. Un peu. Un peu. Ouais. Ouais, la chimie, c'est de l'art aussi. Hein. Bah oui, exactement. Moi, j'adorais les couleurs au niveau du laboratoire et tout. Donc, d'où viennent, Après, je pense, les bleu de couleurs viennent de là. méthylène, je ne sais pas trop quoi, n'est-ce pas? Exactement. Ça rappelle la belle époque De l'université. Et j'ai travaillé dans ça aussi. Déjà du collège, Du et collège, du lycée, et tout. Moi, j'ai voilà. baigné dans ça pendant 5 années. Et donc, je vous ai dit, je suis autodidacte. J'ai appris toute seule. J'ai commencé avec la peinture. Donc, je peignais et tout. Et dans le but, on sait tous qu'une œuvre peinte n'est pas accessible à tout le monde. C'est pas tout le monde Oui. qui peut se l'offrir. J'ai eu la chance d'avoir un iPad, de dessiner dessus et de diminuer les prix. Et comme j'ai dit, comme je dis tout le temps, mon but ici, c'est de rendre l'art accessible à tous les Algériens. Alors C'est-à-dire- justement, rendre l'art accessible à tous et à tous les Algériens, c'est aussi un autre projet donc d'un autre invité qu'on reçoit aujourd'hui, Yassine Bendia. Yassine, bonjour. Bonjour. Marhaba. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour cet accueil aussi. Marhaba bik. Marhaba bik, Yassine. Marhaba. Alors Yassine, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous préparez les journées de théâtre et de cinéma, Ouais. n'est-ce pas? Ouais, aussi on a le spectacle d'honneur Shibka ce samedi, Inch'Allah, au Théâtre National Algérien. Inch'Allah. Alors, on va en parler dans un petit moment. Je reviens à vous, Imen. Alors, Imen, rendre l'art accessible, ça a été un petit peu votre mission de vie, on va dire, n'est-ce pas? Exact. Et c'est là, finalement, où vous avez un petit peu, on va dire, investi l'art digital.
Voilà, N'est-ce exactement. pas? Exactement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'art digital, c'est quoi? En fait, c'est comme si que je dessinais sur un canevas, mais je changeais de support. Je dessinais sur une tablette. Donc, je dessinais, je faisais mon art comme si je le faisais sur une œuvre, sur un canevas normal. Par la suite, on imprime. Donc, on fait des collections limitées, c'est-à-dire au lieu d'avoir une seule œuvre qui peut coûter très cher, on peut en faire 10, 20 œuvres, des collections limitées. Et c'est là où j'ai commencé, donc j'ai lancé mon site web, c'est un peu ma vitrine, easyartwork.com. Et après, je voulais aller encore plus loin, rendre l'art encore plus accessible à tout le monde. Et en fait, je faisais tout le temps des sondages sur les réseaux sociaux pour voir si les gens connaissaient des grands maîtres d'art connus, tels que Claude Monet, Van Gogh, Picasso et autres. Et les gens connaissaient juste le nom. Quand ils voyaient l'œuvre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire si c'est un Picasso, un Monet ou un Van Gogh. Donc on n'attribue pas forcément l'œuvre à son artiste. Voilà, exactement. Donc les gens ne connaissent pas forcément ces choses-là. Parce qu'ici, en fait, si on vraiment s'y met à connaître l'histoire de l'art et tout, il faut faire les beaux-arts. Et ce n'est pas tout le monde qui peut accéder aux beaux-arts. Donc moi, mon but, c'était de faire connaître ces artistes peintres connus. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai lancé une page et un site web qui s'appelle Art4You. Donc, le site web, c'est art4youstore.com. Et à l'intérieur du site web, vous voyez, il y a des classes, en fait. Il y a des collections de chaque artiste. Donc, il y en a plusieurs. Et c'est là quand on choisit par exemple Claude Monet, on rentre à l'intérieur, on a une description de Monet avec ses œuvres que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Donc j'ai acheté les franchises pour pouvoir les revendre à très petit prix. Donc c'est ça en fait. Donc finalement on peut avoir une maison décorée de Claude Monet à petit prix. C'est ça. N'est-ce pas? Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais sinon, Imen, on va dire que vous avez beaucoup investi dans l'art, mais de façon différente à chaque fois, parce que là vous revenez de deux belles expositions, de deux belles expériences humaines, on va dire, que vous avez vécues, n'est-ce pas? Oui. Alors en fait, ça a commencé durant l'été, donc on avait fait au niveau du Saint-Georges. Hôtel Al Jazair, on a fait une expo qui s'appelle Édition 90. Donc ce qu'on a fait, c'était vraiment, j'ai fait toute une collection. Il y a beaucoup qui vont s'en connaître là. On est nombreux. Donc j'ai fait toute une collection pour rendre hommage aux artistes, les artistes de rail, les musiciens algériens des années 90. Et j'ai fait un thème en fait, mes invités, ceux que j'ai invités, je leur ai imposé de se mettre en habits, maquillage années 90. Donc il y avait la banane, il y avait... Ah oui, oui. C'était une belle, c'était juste une soirée, mais c'était une belle soirée. Et après, quand les gens ils ont vu ça sur les réseaux sociaux et tout, j'ai été notamment approchée par un concept store algérien à Paris. Ils m'ont demandé d'aller exposer chez eux, donc j'ai dit Allah. Et comme j'ai lancé des pins à Alger. Voilà, on peut voir. Hein. Voilà, exactement. Alors, les pins, c'est vrai que c'était la grande tendance, les années 90. Oui, c'est ça. Il y a même ceux qui faisaient la collection. Oui. Moi, la collection, je l'ai toujours regardée. Oui. Et ça, moi, je pense que là, ça va un peu revenir parce qu'en fait, les pins, j'ai eu l'idée de faire ça. C'est les personnes qui vont venir à une expo, peut-être qu'il y a des œuvres qui ont été vendues et tout. Donc, pour qu'ils ne se sentent pas frustrés, ils prennent un petit souvenir comme ça de l'exposition. Donc, on peut voir la cassette Disco Maghreb. Alors ça, la cassette... Avec Hasni, Allah yarhamou, alors la cassette, c'est un très très joli jeu, hein, avec la génération d'aujourd'hui. Vous leur montrez une cassette, qu'est-ce que c'est? C'est drôle quand même. Vous connaissez? Oui. Bah oui. Si, vous faites partie, vous aussi, des années 90? Non, vous êtes jeune. Non. 95, moi. 95, ça va. لحقت بهم les cassettes. لحقت بستيلو alors. Qui t'accule la cassette. Qui t'accule la cassette, La frustration. Exactement, c'est ça. Voilà, donc ça a été des pistes encore que vous avez mis en circulation. En circulation, ils sont en vente sur mon site web Easy Artwork. Ils sont pas chers, donc voilà. Alors en ce moment, c'est vrai qu'il y a une grosse communauté des old school, donc des années 80-90 qui se retrouvent sur la page Facebook. Et donc on vous retrouve certainement. Bah oui, certainement. On retrouve les pins. Je vais en parler. Mazel, j'ai pas eu le... faire l'exclusivité. Oui, je vais le faire. Voilà. Donc ça, c'était des expositions. Donc c'était la première exposition que vous avez faite pour rendre hommage un petit peu des artistes. J'ai fait d'autres expositions auparavant, mais là, en fait, c'est des collections par thème. Donc là, je voulais rendre hommage surtout à notre génération. À notre génération, exactement. Et voilà, c'est ça.
Donc ça, c'était l'une des expositions, mais sinon, il y a une autre exposition. Alors, aussi il que y vous a avez une autre faite. exposition que là, je suis en train de travailler avec une grande marque connue algérienne. Ça, c'est le projet pour le mois de Ramadan. Pour le mois de Ramadan, Inch'Allah, ce sera pour la 3e semaine de Ramadan, ce sera une semaine. Donc, je suis chef de projet et en même temps artiste. Donc, j'expose aussi. Donc, j'ai ramené, on est deux, on a ramené plusieurs artistes, on en a ramené 11. Et chacune va retracer l'histoire de cette marque-là pendant une semaine à Ramadan. Voilà, donc ça va se passer au niveau de la galerie Racine. Exactement, C'est ça. Mais sinon, vous m'avez dit, il va y avoir des ateliers à côté. Oui, on va faire des petits ateliers en parallèle, mais bon, ça ne sera pas pour ça. Mais on va faire d'autres ateliers, ce sera pour la sensibilisation et tout. Donc, c'est un tout autre projet. Donc, cette année, elle est remplie d'expositions et de projets. Voilà, de projets surtout. Mais sinon, maintenant que vous essayez de rendre cet art accessible, et surtout d'accompagner un petit peu tous ces tableaux qui sont connus dans le monde, mais vraiment avec un peu plus de description, avec un peu plus de vulgarisation, j'ai envie de dire, vous débutez, donc là vous démarrez, c'est vraiment le lancement. Quel est un petit peu le feedback aujourd'hui? Alors en fait, le feedback, c'est quoi? C'est que moi, j'ai eu cette idée-là parce que quand je voyageais, je pars tout le temps au musée. Donc je fais tous les musées de chaque pays où je pars, je fais les musées. Et en fait, à la fin de la tournée au musée, il y a une boutique. Oui, effectivement. Et quand on voit une œuvre, par exemple, de Tiziano ou je ne sais quel artiste, on ressent une émotion. Mais j'imagine que l'œuvre, même si elle est à vendre, je ne peux pas me la permettre. Donc, en fait, c'est cette émotion-là que j'ai envie de prendre avec moi à la maison. D'où j'achète le print. Et là, quand j'ai posté le Art for You, il y a plein de personnes qui m'ont dit oui, j'ai vu ce Matisse dans un musée à Paris. Et franchement, je suis très contente de le trouver ici accessible. Et vraiment, c'est une émotion qu'ils ressentent à chaque fois qu'ils revoient cette œuvre-là accrochée chez eux. Donc finalement, mission accomplie. Hein. Vous vouliez transmettre une émotion, vous déclenchez carrément l'émotion. C'est ça. Voilà. Alors il y a une œuvre, on me dit, qui est très intéressante qu'on va voir, et là que vous avez carrément habillée. Oui. Hein? Alors en fait, l'histoire, c'est la jeune fille à la perle. Oui. Et ce qu'elle porte, c'est le mien. Ah. Ouais, je le portais. En fait, on m'a prise en photo comme ça de profil. Et je ne sais pas comment j'ai eu l'idée. J'adore ce tableau. Oui. Et je voulais vraiment... Très expressif. Voilà. Elle ne passe pas inaperçue. Voilà, exactement. Oui. Et je voulais vraiment faire la touche algérienne, la rendre un petit peu algérienne chez Abia. En tout cas, ça lui va. Ouais, ça lui va très bien. N'est-ce pas? Oui. Ça lui va, hein, ça lui va très bien, hein, finalement. Ouais. Donc ça, c'est l'art digital. Hein, ça, c'est l'art digital, exactement. Voilà, c'est l'art digital. Donc il y a aussi des petites folies comme ça sur d'autres tableaux? Oui, je fais des fois des folies. Mais aussi, je n'ai pas oublié la peinture, hein, parce que j'ai commencé avec la peinture. Donc je vais préparer une autre expo, Inch'Allah, pour l'été, si j'aurai le temps. De faire une expo peinte, carrément, parce que c'est différent en fait. C'est différent. Quand je prends ma tablette, je me mets dans un café, je dessine, c'est déstressant, c'est magnifique. Mais après, des fois, l'atelier me manque énormément. Donc j'ai envie d'y retourner. Après, c'est vrai que le contact direct avec le matériel, extraordinaire. C'est une thérapie. Exactement. Une thérapie à part entière. C'est ça. Effectivement. En tout cas, on vous souhaite très très belle continuation. Hein. Donc on vous retrouvera le mois de Ramadan. C'est ça la 3e semaine. Oui. Inch'Allah, au niveau de la galerie Racine, on vous recevra, Inch'Allah, pour nous donner un peu plus de détails sur l'exposition. Mais sinon, Yacine, alors on est toujours dans l'art avec vous, n'est-ce pas? Mais l'art cette fois-ci oratoire, n'est-ce pas? On est dans le théâtre, on est dans le cinéma. Alors parlez-nous un petit peu. C'est la 2e édition? Non, on est dans une nouvelle production. Oui. Un nouveau spectacle qui est intitulé El Shibka. D'accord. On va présenter le spectacle ce samedi, Inch'Allah, au Théâtre National. Pour demain? Oui, pour demain, Inch'Allah, à 16h, au Théâtre National algérien, Théana. Donc voilà, cette fois, c'est la 5e production de l'association Chouela de théâtre et cinéma. Voilà, donc vous venez de Boumerdès, n'est-ce pas? Alors parlez-nous un petit peu de ce spectacle, Shibka, c'est ça? Voilà, parlez-nous un petit peu de ce spectacle. C'est une pièce théâtrale? Oui, c'est une pièce théâtrale. Shibka, texte Ali Tamert, conception de spectacle M. Chentouf, interprétation de personnages Yassine Bendia, Ahmed Bechar et Amina Berkan, donc c'est un trio. Cette fois-ci, on a choisi un trio car parce que la fois passée, on a fait une pièce théâtrale nombreux.
de personnages. On avait 13 comédiens sur scène. Ah, quand même. Oui, c'est le résultat d'atelier de formation qui a duré 6 mois. Donc cette fois-ci, on a fait une autre expérience. On a choisi le style de la comédie noire, on peut dire le comique de situation, car il est adorable par rapport au public algérien. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce style de travail. Donc voilà, Chibka, leur principal objectif, c'est d'éveiller les conséquences sur les dangers de l'immigration clandestine. Oui, l'immigration clandestine, c'est un gros fléau effectivement de société. On en parle beaucoup. Alors, le scénario, finalement, ou le texte, ça apporte sur quoi? Vous n'allez pas tout nous dire, hein, c'est sûr, c'est certain, mais juste pour donner un avant-goût comme ça aux téléspectateurs. Bon, j'ai dit que l'objectif principal, c'est l'immigration clandestine, voilà. C'est une histoire, c'est une simple histoire qui raconte entre un jeune et 2 autres personnages. Voilà, c'est une histoire simple mais pleine d'action. Oui. Et aussi, on a travaillé sur le théâtre de l'image. Donc on voit trop d'images, la scénographie incroyable. Ben, je vous donne un rendez-vous le samedi pour découvrir exactement le spectacle. Ça sera à quelle heure? Ça sera à 16h, Inch'Allah. À 16h, Inch'Allah. Donc demain, c'est la générale, c'est ça? Oui, oui. N'est-ce pas? Ouais. Alors, quelles sont un petit peu vos attentes de cette pièce théâtrale? Parce que ça reste une nouvelle expérience pour vous. Oui. Donc plutôt une nouvelle dans le sens où une nouvelle aventure. Oui, une nouvelle aventure après le Tofan, Inch'Allah. Donc ça sera le spectacle d'honneur demain, Inch'Allah. Et puis on a une tournée Ramadan, une tournée. Après, on va participer au festival national, Inch'Allah, ou international, pourquoi. Voilà, toujours avec Chibka? Oui. Toujours avec. Production, ouais. D'accord, donc il y aura combien de comédiens cette fois-ci? Trio, c'est donc 3 comédiens. Voilà. Il y a moi, il y a Ahmed Bichar et Amina Berkan. Et vous allez jouer quoi? Quel rôle? Le harag, non? Ouais, c'est jeune, ouais. Si? Ouais. D'accord. Donc, bon, il y a une fin spéciale. Donc, c'est pour ça, Inch'Allah. Je ne sais pas, Iman, si vous ressentez la même chose que moi, mais il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent. Oui, énormément. Voilà. Ça donne envie d'aller le. Voilà, ça donne envie. Il en parle, mais il en parle. Il a les larmes aux yeux, c'est incroyable. Donc finalement, on comprend que là, vous vivez pleinement le personnage et la douleur du personnage, j'imagine. Oui, parce que cette fois-ci, dans la composition de personnage, c'est une expérience exceptionnelle, car on a travaillé sur l'intérieur. Et aussi, ce personnage, il est différent par rapport à la composition. Ce que vous avez fait avant. Oui, parce que on voit que on travaille sur l'intérieur. Et aussi, le comédien rentre en position A et il sort d'une autre position B. Donc, il y a même la morale qui est trop justifiée à la fin. Voilà. Voilà, et ça a été donc facile pour vous d'incarner ce personnage, parce que ça reste quand même un personnage assez important, assez lourd, beaucoup d'émotions. Oui. Mais oui, on a travaillé sur voilà, c'est beaucoup de travail. On a travaillé sur déjà en pleine répétition, les dernières retouches, Inch'Allah, pour présenter le spectacle demain, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, certainement. En tout cas, rien que vous entendre parler, on comprend que c'est lourd en sens, en tout cas. C'est lourd en sens, c'est lourd en émotion, et surtout en enseignement. Mais sinon, les 2 autres comédiens, ils auront quel rôle? Il y a Ahmed Bichar, qui joue le personnage il s'appelle Sanor. Voilà, oui. Il y a Amina Berkan aussi, dans le principal. C'est quoi comme personnage? Elle joue Houta. D'accord. Voilà, Houta. Donc, quand on dit déjà, nous avons le comique situation. Donc, il y a plein de situations qui sont comiques, mais on donne des messages. On donne beaucoup de messages. Et voilà, comme on dit, بالعربية الفرجة. Voilà, effectivement. Mais sinon, Yacine, il faut dire que vous faites partie d'une association, n'est-ce pas, qui vient de Boumerdès. Donc c'est l'association Shu'la. C'est l'association Shu'la. Alors parlez-nous un petit peu de votre association. L'association Shu'la de théâtre et cinéma Boumerdès a été créée en 2019. On a fait atelier de formation qui a duré 6 mois. Résultat de l'atelier, 2 spectacles, Tofan. On a eu des prix
national et international de spectacle Tofan. On a fait des journées théâtrales aussi, le monodrame, première édition en 2021. On prépare la deuxième édition, Inch'Allah, version arabe cette fois. Donc, pourquoi vous la faites en quelle langue généralement? Les participants, ah d'accord, l'édition elle est arabe. D'accord, l'édition est arabe. La première édition est nationale. Donc cette fois-ci, Inch'Allah, c'est une édition arabe. Bah, c'est très bien, donc là on s'agrandit. Oui, Inch'Allah. Après, il va y avoir un meilleur échange d'expérience finalement, voir ce qui se fait ailleurs. Oui, il y a 7 pays déjà, Inch'Allah. On a contacté 7 pays, Inch'Allah. Ça va se passer quand? Le 17 octobre. Le 17 octobre, c'est pour bientôt, hein? Oui. N'est-ce pas? On prépare déjà. C'est pour bientôt, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. 6 jours, elle dit 6 jours, Inch'Allah. Donc il y a des ateliers de formation aussi. Oui. Qui seront destinés à qui, les ateliers de formation? Pour les jeunes de... Donc pour tous, il n'y a pas de conditions particulières, c'est pour ouverts. ceux qui veulent donc venir apprendre. Oui, il y a les pièces théâtrales l'après-midi et la matinée, Inch'Allah, on fait des ateliers de formation. Et voilà, des masterclass. Voilà. Donc, Inch'Allah, ça sera pour le 17 octobre 2024, Inch'Allah. Inch'Allah, donc jeune association, mais très très dynamique. Ouais. N'est-ce pas? Inch'Allah, on essaie. Inch'Allah. Donc, qu'en est-il un petit peu de la partie des enfants? Est-ce que vous prenez en charge justement l'éducation et j'ai envie de dire l'enseignement des enfants sur le plan théâtral? Pour le moment, non, on n'a pas fait des ateliers de formation pour les enfants. Là, on a fait pour les adultes, mais on a produit 2 spectacles pour enfants. D'accord. Il y a Qanoun Ghaba, la loi de la jungle. Il y a aussi la boîte noire, l'Ulba Saouda. ولعبوا déjà, on a participé à des festivals, on a eu des prix, des tournées dans les théâtres régionaux et nationaux aussi. Donc voilà, l'activité. Peut-être à l'avenir, vous allez vous ouvrir sur les enfants, probablement des ateliers pour enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt pour le théâtre. Oui. Il y a beaucoup d'intérêt aussi. Ça marche, on remarque que les derniers temps, il y a même les théâtres régionaux, surtout le théâtre pour enfants. Oui. Voilà, Inch'Allah. Donc, vous allez monter des spectacles joués entièrement par des enfants, pourquoi pas. Imen, le théâtre, vous en avez déjà fait? Non, et ça donne envie en fait. Pour l'histoire, en fait, il dit qu'il vient de Boumerdès. Moi, j'ai grandi à Boumerdès. Ah, ouais. Voilà. Donc, vous connaissez un petit peu l'environnement. Ouais. Voilà. En fait, c'est une wilaya où il y a plein d'artistes. Ils font plein de choses, plein de sports, plein de. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Et là, le théâtre, ça donne envie. Déjà, j'ai envie d'aller demain pour regarder cette... Là, c'est surtout que la thématique, elle est d'actualité. Exactement, oui. N'est-ce pas? Oui. Surtout que la thématique est très importante sur le plan sensibilisation, sur le plan information. C'est vrai que c'est une thématique d'actualité surtout. Mais sinon, Imen, je reviens un petit peu à ce projet des années 90, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande communauté justement de la génération 80-90 qui revient en force. Qui revient en force. Il y a même la génération, il y a même, j'ai envie de dire, un conflit de génération aujourd'hui, n'est-ce pas, entre cette génération old school et la génération d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets justement pour la promotion de cette génération? Oui. Alors maintenant, on parle de génération Y et génération Z. Et Z, machin, voilà. Oui, je n'ai jamais su retenir les noms. mais là, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand on va sur les réseaux sociaux, les adolescents, il y avait une jeune fille, son père lui a montré un téléphone normal, un fixe, et elle ne savait pas ce que c'était. Il leur a montré une disquette, ils ne savaient pas ce que c'était. Et moi, ça me fait rire, mais après, je me dis, oui, mais non, mais on n'est pas aussi vieux que ça. Hein. Il faut vraiment montrer, il faut ramener ces jeunes à ce genre d'exposition et leur montrer, leur parler un peu de notre génération à nous. Et puis ça va faire un pont, finalement, ça va faire un pont au lieu que ça fasse une rupture entre les 2 générations. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous allez faire. Inch'Allah, je rappelle Imen Ziani, donc vous êtes artiste peintre et vous avez donc lancé un très très beau site pour rendre encore une fois l'art accessible. Yassine Bendia, merci beaucoup. Donc représentant de l'association Shu'la. Et rendez-vous pris pour demain, Inch'Allah, 16h au théâtre. Soyez les bienvenus, soyez nombreux aussi. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Très très belle continuation. Et voilà, nous arrivons